Bonjour, mesdames, messieurs, c'est Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Un spécial enseignement à notre émission cette semaine, alors que l'on reçoit, entre autres, David Ledbetter, Hank Haney et Bobby Clampett, les meilleurs enseignants sur la scène internationale. Également avec nous, Steve Foisy, notre professionnel, va nous donner quelques trucs pour éviter les verres, les fameux verres de trois roulés. Jean-Sébastien Légaré, quant à lui, s'entretiendra avec le grand joueur de hockey, Michael McCarron. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. Alors, en compagnie de Michael McCarron du Canadien de Montréal. Michael, welcome to the show, the golf show Au 19e. Are you a golfer? First question? I am a golfer, yeah. I've been golfing since I was like 6 years old. Okay. Yeah. How do you start, family or with friends? Yeah, my grandparents had a place on a golf course up in northern Michigan, and we went up for summer vacations all the time and was out on the course till late at night till the sun went down. So I was growing up around the golf course ever since I was a little kid. So you're from Grosse Pointe, so you were playing golf during the summer, so you couldn't play golf during the winter, right? No golf in the winter, especially with the hockey season. So Right. definitely more of a summer sport. Took some lessons when you were young, or? No, I never really took lessons. It was just basically trial and error. It was my grandpa took us out, like I said, ever since I can remember, and he was a good golfer? He was a good golfer. He taught us everything I know. So, thanks, Gramps. What's the basics that you can remember from him? Just keep my head down. I always tried to swing too hard, and I'd top the ball all the time. And you always keep your head down, and you'll be fine. Who's the best golfer / hockey player that you know? You? No, probably Brian Flynn. He was like a scratch golfer. He's really good. Sometimes he shoots under par, so I definitely have to give it to Flinner. Okay. Is there something on the hockey on the ice that you can bring on the golf course that you can help? Absolutely. I mean, you see the way we take a slap shot. It's almost the same movement as a golf swing. So that's why you see a lot of hockey guys. They like to spend their time in the summer playing golf, and it definitely. It's kind of like a slap shot, so all the force and momentum, it's the same kind of hip swivel and get your abs in it too, so it's almost the same thing. Last question, do you like watching golf on TV? Yeah, I like to watch golf. I mean, Big events? I watch all the big events, exactly. My old billet dad that I lived with in Oshawa was a huge golfer, and he always had it on the TV, so when I lived there, I watched more of it, but when I'm on my own now, it's usually just the big tournaments, and like to make friendly wagers with your buddies, so it gets you into it. All right. So we're ready to see you swing? Yeah, absolutely. Let's try it. Thanks for the interview. Merci beaucoup. Du haut de ses 6 pieds 5 pouces, Michael McCarron a de la puissance à revendre. Comme tous les athlètes naturels, on utilise le sol pour développer sa vitesse. Les pieds sont très larges, peut-être légèrement trop, puisque ça l'oblige à se déplacer latéralement, un peu plus que souhaité. Mais peu importe, lors de l'élan arrière, Michael amène tout son poids sur la jambe arrière afin d'emmagasiner l'énergie. Il se permet même de soulever le talon du pied avant, question de ne rien laisser en termes de puissance. Comme vous pouvez le constater, le corps de McCarron ne se soulève pas durant l'élan arrière, même s'il soulève le pied. C'est le résultat d'une très grande stabilité. J'attire votre attention à la position du pied avant lors de la finition, alors que la pointe du soulier, les orteils, ne touche pratiquement pas le sol, ce qui indique qu'il utilise bien sa jambe pour conserver son équilibre. Thanks for your time, and enjoy the summer. Thank you. On présentera très bientôt sur le circuit de la LPG le troisième des 5 majeurs de la saison. Il faut préciser que la jeune Canadienne Brooke Anderson avait gagné le championnat des LPG en 2016 et qu'elle a terminé 2e l'an passé. Ma question est la suivante. Qui donc a battu Brooke Anderson l'an passé? Est-ce que c'est A. Lexi Thompson, B. Christy Kerr ou encore C. Daniel Kang? La réponse dans quelques instants. La question était la suivante. Qui a battu la jeune Canadienne Brooke Anderson l'an passé lors du championnat de la LPGA?
La réponse, c'est Danielle Kang. Attention à Danielle Kang, n'oublions surtout pas qu'elle avait déjà remporté à 2 occasions le championnat amateur des États-Unis, comme quoi sa victoire au championnat de la LPGA ne fut pas une surprise. David Ledbetter, Hank Haney, Bobby Clampett, des noms synonymes d'excellence quand on parle de l'enseignement sur la scène du golf. On a profité de notre passage en Floride pour leur poser quelques questions tout à fait d'actualité. Hank, you've been teaching for a while. Long time, 41 years. So long enough to know, teach with basically no technology, Yeah. and long enough to know that now with the technology, Yeah. it's amazing. How much technology do you actually use now? I mean, that's a good question. I mean, I'm a little old school. You know, I'm look at the golf ball and what does the golf ball do? What do you need to fix? What do you need to change in the golf ball? To me, you know, honestly, teaching hasn't really changed that much. There's a lot of great diagnostic tools that coaches can use, but you know, most of my teaching is helping students get better right away. You know, when you have a 5 minutes, 10-minute lesson with a student or somebody, you know, at a clinic like I'm at a lot, and people want to get better, you got to be able to give them like one tip. You don't have time to hook them up to all this different equipment. So you have to be able to analyze very, very quickly, diagnose. I learned that early in my career from John Jacobs, and he was a great diagnoser of the golf swing and ball flight. It's all about ball flight. But I love all the new technology. I think it's great. It's spawned a lot of great new young instructors. But you know, there's something to be said for experience too. The thing is, like you said, you use some technology, but it comes down to the swing has changed over the years. But the key nowadays, I think people they have less time to practice. Most of them, they want some concrete results, kind of fast. How do you get people from the driving range? I'm sure you've seen people hit it really well on the range, and take that to the golf course. What's your best? They always say that's the longest walk from the practice tee to the first tee, but it's just always a question of fixing your biggest mistake. To me, that's what I do. I try to fix their biggest mistake, whatever their biggest ball flight mistake is, and you know, a lot of times taking it from the practice tee to the golf course is if you can't do that, you haven't exaggerated enough. You haven't changed enough. You haven't flipped, you know, the mistake over the other way enough. If you're slicing, you have to learn to hook it. If you go on the golf course and you're still slicing, well, you didn't hook it enough on the practice tee to achieve a straight shot on the golf course. That's the way I approach it. One of the keys as well, I'm a pro as well, and I see what people can learn from guys and ladies on the tour is rhythm. Something that's very difficult to teach, because on the driving range, people have good rhythm. When they get on the course, their transition from backswing to downswing, speed increases. How do you get people to be conscious of that, and how do you get them to stabilize enough, to relax enough to be able to have some good rhythm? Yeah, well, I mean, that's one of the things you feel whenever you hit bad shots. You hit a bad shot and you feel like, you know, you were too quick or you're out of rhythm or whatever, and you hit good shots and you feel better about it. To me, a lot of it is more of a result than a cause. You know, when I look at the way somebody swings the club and the shape of their swing, and if I get the shape of their swing better and get their movements better, then I think the rhythm will be better. When you can take a terrible swing and you can have, you know, a nice rhythm, and maybe you'll play better with your bad swing, but you'll still be limited as to how good you get. So, you know, my approach is usually try to get them a little more correct and then let the rhythm fall in place. Great. And last question, Tiger Woods coming back this year. You were with him for 6 years. To me, his swing looks better than the last time he came back, the last couple times. Yeah, way better. Not even close. I mean, way better. Do you think that's mostly physical, or is it just a different attitude? He's made an adjustment. He's changed his swing. You know, he can't do certain things, maybe because of his back, but I think the things he can't do have actually helped his swing. And his swing looks very good. And as soon as I saw his swing, I said that's a swing he can win with. I expect him to do great. You know, he's got a better body. He clearly has a better mind because of what he's been through, and I think he definitely has a better swing. And I think when you add all that together, if his back holds up, I think he's going to do really, really well. Great, thanks, Hank. Thanks for the time.
Bobby, quelle est la qualité numéro 1 d'un bon enseignant de golf? Alors, de donner les bons enseignements, il faut avoir d'être très clair. Alors, pour donner des enseignements, il faut donner seulement une chose ou deux choses. C'est tout. Une ou deux choses à la fois. Oui, à la fois, parce qu'il faut être très simple. Si on donne trop, les étudiants ne peuvent pas améliorer. Étant un très bon joueur, tu le sais que pas besoin d'avoir un élan parfait. C'est simplement pour faire des bons contacts, c'est d'arriver dans la zone d'impact, comme tu dis. Puis, qu'est-ce que tu penses des gens qui essaient de swinger comme Tiger ou comme Rory McIlroy et tout ça? Chacun, on a notre propre swing. Non, c'est vrai. Alors, il y a des gens qui jouent très bien, comme Jim Furyk, comme Bubba Watson. Ils n'ont pas les meilleurs swings. Son swing sont très différents, mais son impact sont les mêmes. Alors, c'est ça qu'on essaie de donner les choses aux étudiants qui va améliorer s'ils font les choses, d'avoir le bon, meilleur impact. David, you know, you've been around for a while teaching. You're, I'd say, a senior teacher, but you've seen the progress in teaching and the progress in technology. Yeah. You've taught with little or no technology, and now with today's technology. How much do you actually use, and what do you use it for? Well, we use technology. You're crazy if you don't. I mean, because it does quantify what's taking place. Listen, I still use my instincts and my skill level to see. For instance, if you take a launch monitor like a TrackMan, for instance, I mean, certain numbers come up. Well, those numbers are there for a reason. They come from somewhere. They don't just drop out of the sky. Generally speaking, I mean, what I like to do is I test people using, say, launch monitors, maybe force plates, some 3D equipment. Say, okay, let's see what's going on. Okay, there's our starting point, and then work with the player. And then, you know, if I've done a good job, which I hope I do, you then check out the changes and say, okay, now let's have a look now. And so the numbers should change. So I still like to use my instincts as a teacher. I just don't go solely by, you know, what the numbers are telling me, because I don't think you can teach by numbers. To me, you've got to teach individuals in a way that everybody's a little different, and so it's all about, hey, getting the club face squarely on the ball, a little more down with the irons, a little more up with the driver, and doing it on a consistent basis. So if you can achieve that, then hey, you know, you've got the result you're looking for. Plus the fact, the great thing by using technology is that when somebody's swinging well, you can then capture them then, and you know in the future, if you don't see them for a couple of months or they go away or whatever the case may be, when they come back, you have your baseline to rely on. Then you can say, okay, let's see where you were. When you're hitting it great, you're not hitting it so well now, you say, let's have a look, and you can see the numbers will be different. And a lot of young pros have worked with you, have become teachers themselves. What's the best quality of a good instructor? I think a great quality is somebody who cares about other people, okay? Really has a passion to want to help people improve, has an inquisitive mind, and who can communicate well. And that's the key. It's good enough for me. Thanks, David. Thanks for your time. Thanks very much. Appreciate it. Thanks. Thank Hey, you. that was great. Thank you. Je vous invite à rester avec nous car après la pause, je vous donne ma recette afin que vous évitiez les verres de 3 roulés. Au terrain d'exercice, vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet Jailbreak. Aujourd'hui, je souhaite vous aider à mieux négocier les verres rapides et à réduire le nombre de verres de 3 roulés que vous obtenez par ronde. La raison principale, selon moi, de ce que j'ai observé dans le passé, c'est que les golfeurs amateurs ont de la difficulté à varier la longueur de leur mouvement et de maintenir un même tempo. Ça rend le contrôle de distance très difficile. Donc, sur des distances de 15 ou même de 45 pieds, je suis souvent témoin de mouvements arrière qui sont identiques.
À ce moment-là, on se doit de retourner le fer droit à la balle avec un effort volontaire, question d'atteindre la distance voulue. Sachez que sur longue distance, vous devriez être plus soucieux de vouloir approcher la balle du trou que de caler la balle en tant que telle. Pour débuter, je vous recommande de vous filmer en exécutant des coups roulés sur des distances variées. Ensuite, déterminez si vous contrôlez bien la distance à atteindre avec l'amplitude de mouvement que vous utilisez et non l'énergie déployée lors de la traversée. Si vous ressentez que la distance atteinte dépend principalement de l'effort que vous produisez au lieu du momentum généré par la pesanteur du fer droit, alors je vous recommande d'allonger votre mouvement de pendule arrière et de laisser le fer droit travailler par gravité à travers la zone d'impact. Je vous recommande de vous filmer à nouveau en espérant observer une symétrie d'amplitude de mouvement arrière et avant de chaque côté de la balle. Et rappelez-vous que c'est la longueur du mouvement arrière qui va dicter la distance que vous allez atteindre avec vos coups roulés sur des longues distances. Si vous arrivez à faire correspondre la longueur du mouvement arrière au mouvement avant, vous allez pouvoir utiliser un tempo qui sera donc cohérent, surtout sur des verres rapides. Les verres rapides, c'est ce que les meilleurs joueurs au monde ont à négocier à chaque semaine sur le circuit professionnel. Et croyez-moi, il y a beaucoup qu'on peut retenir de ça. Le premier élément étant la pression qu'on applique sur la poignée. Les meilleurs joueurs au monde s'assurent de maintenir une pression qui est très modérée sur leur poignée. Faites à noter que les prises surdimensionnées sont extrêmement populaires depuis quelques années parce qu'elles permettent aux gens de modérer la pression qu'ils appliquent sur la poignée. Les professionnels, en deuxième lieu, s'assurent toujours de surestimer les pentes en les prenant plus larges car les verres rapides cassent plus. Il est donc impératif de tenir compte de ce facteur lors de la lecture d'un verre rapide. En dernier lieu, ce qui est très important, puis ce qu'on peut voir chez les golfeurs professionnels du circuit PGA, c'est qu'ils frappent la balle au niveau de l'équateur de celle-ci ou même un peu au-dessus. Donc, imaginez un ballon de basketball, ballon de volleyball sur un banc que vous souhaiteriez frapper avec votre main et faire rouler le plus longtemps possible. De simple intuition, je suis convaincu que vous frapperiez le haut du ballon avec un léger mouvement ascendant avec votre main. De cette façon-là, le ballon tomberait et roulerait sur une longue distance. C'est le même principe avec une balle de golf et le fer droit, une version diminuée. Donc pour ça, j'ai un éducatif qui est super pertinent que vous pouvez pratiquer n'importe où. Il vous suffit de placer 2 tees au sol de chaque côté de la balle et de les laisser sortir du sol d'1/4 de pouce environ. L'objectif est d'effectuer des coups roulés sans que le fer droit ne frappe ces mêmes tees. Je vous recommande une position de balle qui est légèrement décalée vers l'avant de la position des pieds, ce qui va favoriser ainsi un impact de balle légèrement ascendant. Il est également bon de savoir que la plupart des compagnies de golf utilisent des insertions de face qui favorisent un roulement avant optimal de la balle. Les éléments couverts aujourd'hui sont orientés davantage vers les joueurs qui ont la difficulté à contrôler la distance de leur coup roulé sur longue distance. Aussi, afin d'aider les joueurs qui souhaitent avoir un petit peu plus de succès sur les verres. Vous allez sûrement croiser cet individu qui a un style peu orthodoxe puis qui va vous éblouir avec ses aptitudes avec le fer droit, malgré le non-respect de ce qu'on a couvert aujourd'hui. Ce qu'on souhaite pour vous, c'est que vous ayez une meilleure compréhension du mouvement de balancier à effectuer et de mieux comprendre le principe du roulement optimal de la balle. Si ça va bien en pratique, je vous recommande fortement de mettre au défi ces éléments-là sur le terrain et je vous garantis que votre assiduité va vous aider à réduire le nombre de 3 roulés sur votre carte de pointage en 2018. Bon succès! Cette semaine, au 19e, on visite la belle région de la Naudière et le club de golf de l'Épiphanie, qui est l'un des clubs les plus populaires de la région. Pour nous en parler, Bernard Vaillancourt, directeur général. Ici, on parlait un peu de l'historique du club. Ça fait quand même 55 ans qu'il existe. Oui, construit en 1963 par ses actionnaires. Alors donc, 55e année d'existence. Alors on est très fiers de ça et un des rares clubs de golf qui appartient encore à ses actionnaires fondateurs. Évidemment, il s'en est joint de nouveau depuis. Et à partir de ce moment-là, ça crée quand même un caractère spécial au club. Ça apporte une ambiance au club. Bien, tout à fait, parce qu'ici, le club est très réputé pour avoir d'excellentes conditions de jeu. Alors, on a un fond de sable qui nous aide énormément à offrir de belles conditions de jeu en permanence, mais surtout l'aspect convivialité, chaleur, qui vient du membership. Alors ça, là, ça transparaît dans tout ce qui se passe ici quotidiennement. Et les gens du public, parce que c'est une grande partie de notre clientèle, l'apprécient beaucoup. Le côté simple, sans prétention, c'est un bijou, c'est un genre de joyau méconnu.
On se maintient entre 35 000 et 36 000 parties de golf par saison au Club de golf L'Épiphanie, ce qui est extraordinaire comme chiffre. Concernant le parcours, on sait que c'est un parcours où il n'y a pas de plan d'eau. Donc, les gens ne sont pas confrontés à un obstacle du genre. Est-ce que c'est reconnu aussi par les gens qui viennent jouer ici, le fait qu'il n'y a pas de plan d'eau? Le terrain n'est pas plus facile pour autant. Par contre, l'absence de plan d'eau fait en sorte que le terrain est majoritairement plat. Alors donc, ça va être les trappes, ça va être la configuration des verres, les terres de départ qui ont été ajoutées. Mais effectivement, le temps de jeu est extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que le coefficient de difficulté est raisonnable. Et ça fait en sorte qu'un match de golf, de manière générale, ici, je joue en 4h15 et moins. Visiteurs ou membres. Alors encore là, quelque chose qui vient contribuer à cet achalandage-là dont on est si fiers. Bernard, on a parlé du terrain, on n'a pas parlé encore des trous de signature, parce qu'il y en a quelques-uns quand même ici. Oui, tout à fait. Mais on en a un qui est vraiment là, magnifique, encore un peu plus que les autres. Le trou numéro 6, très connu, de la part très apprécié aussi. Il est beau, c'est un par normal 3 qui a été en plus, je dirais, reconfiguré au fil des ans pour ajouter des beaux murs de pierre et ainsi de suite en bordure du verre. Alors, c'est absolument magnifique. Alors, avec une vue sur un verre en descendant, et vraiment, c'est notre trou signature. Le trou numéro 6 par 3, magnifique. Point de vue de l'architecture du terrain, c'est pas quelqu'un qui a été connu, mais c'est quand même quelqu'un qui a laissé une belle condition, un parcours en belle condition. Absolument. Alors, c'est un monsieur Reed, Hugh Reed, qui a été notre premier professionnel de golf ici en 1963, qui a dessiné le parcours. Et encore une fois, notre design est très, très apprécié aussi de la part des golfeurs. Fait qu'on se considère choyé. Point de vue des installations autres que le parcours, si on parle du pavillon, est-ce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits récemment? C'est-à-dire qu'au tout début des années 2010-2011, il y a eu $1 million qui ont été mis sur le pavillon pour rendre les installations très pratiques et très fonctionnelles. Alors, on peut accueillir des réceptions, on peut accueillir des mariages, des tournois de golf. Alors, on est vraiment bien organisé, on est bien situé, on n'est pas loin. On est beau, on est accessible en termes de prix et il est jouable. Alors, je pense que c'est ce que les gens apprécient du Club de golf L'Épiphanie. Bernard Vaillancourt, merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup, chance pour la bienvenue. saison. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. À notre prochain rendez-vous, des gens ô combien importants pour l'industrie du golf, mais ô combien sous-estimés. On parle des surintendants des parcours de golf. Une rencontre en compagnie de l'ancien joueur et directeur général des Canadiens de Montréal, Régent Houle, et Debbie Savoie-Morel sera avec nous encore une fois cette semaine pour nous donner ses précieux conseils. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.